Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Panorama, nouvelle semaine de votre émission. Vous le voyez, nous avons installé notre plateau itinérant ici au Haillon Margeria. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné par Damien Grange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Senne des Bauges, autrement dit en charge du domaine skiable. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre station? On est ici en plein cœur du massif des Bauges. C'est ça, tout à fait. Donc les Haillons Margeria, on est sur la commune d'Haillons-le-Jeune et Haillons-le-Vieux, en plein cœur du parc des Bauges, qui est un parc naturel régional labellisé Géoparc par l'UNESCO. Et donc la particularité des Haillons Margeria, c'est que nous avons deux sites, un site à 1400 mètres d'altitude et un site à 1000 mètres d'altitude où nous sommes présentement, avec un site très orienté activité hivernale, ski, on va dire tout ski à 1400, et puis des activités plus diversifiantes, mais avec également un domaine skiable à Haillons 1000. Le fait justement d'avoir ces deux sites, c'est quoi? C'est une chance, c'est une opportunité? Alors c'est complètement une opportunité, surtout cette année avec le Covid et la fermeture des remontées mécaniques. On bénéficie d'infrastructures plus destinées à l'été, au printemps, à l'automne. Et avec la fermeture des remontées, on a pris le pari d'ouvrir ces activités diversifiantes. Et on le voit aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde, donc c'est un pari gagné et ça attire les gens. On a une belle fréquentation aujourd'hui. Comme toutes les stations françaises, vos remontées mécaniques sont donc fermées. On est en période de vacances scolaires, vous l'avez précisé. Vous prenez cela avec un certain recul et une certaine philosophie, j'imagine? On n'a pas le choix de toute façon. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est imposé. Donc on subit complètement, mais voilà, on est assez résilient en montagne, on va chercher l'innovation, on va se servir des infrastructures dont on dispose. Et on a sur les Haillons Margeria, sur la moyenne des 4 semaines de vacances de février, on a 69% de taux de remplissage sur les lits touristiques. Donc c'est un taux qui est plutôt fort par rapport au national, étant donné le contexte sanitaire. Donc on est plutôt satisfait sur la fréquentation. Après, il ne faut pas se leurrer, le modèle économique, il n'est pas du tout là. Ça ne remplace absolument pas la perte de chiffre d'affaires avec la fermeture des remontées mécaniques. Donc on est vraiment sur un autre modèle, mais voilà, ça va le faire pendant une année, une saison. On va s'en sortir, on va se débrouiller, on ne va pas se laisser faire, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Un mot justement sur cette fréquentation. Vous me disiez avant qu'on présente l'émission, vous êtes plutôt agréablement surpris au final. Oui, alors autant on arrive à affiner la fréquentation avec un domaine skiable ouvert, parce qu'on a l'expérience, l'historique, autant un hiver complètement fermé sur l'ensemble des sites, on ne savait pas du tout où on allait. On a fait le choix, et c'était une volonté politique également, d'attirer du monde et de proposer des activités, et c'est pas juste me balader, mais essayer d'ouvrir les activités d'été. Et du coup, on est assez agréablement surpris. On a une fréquentation qui est plutôt pas mal. Voilà. Et puis les gens sont contents. On n'a pas trop de râleurs. Ça se passe bien. Du coup, le pari pour moi est gagné, même si voilà, c'est une parenthèse. On l'a ouverte. On va vite la refermer à la fin de l'hiver. On va passer à autre chose. On espère pouvoir passer à autre chose rapidement et pouvoir exploiter dans des conditions plus normales. Ils viennent d'où de manière générale, les gens qui viennent ici au Haillons Margeria? Alors, grosso modo, on a 80% de la clientèle qui est vraiment du bassin local. Donc, on a la chance d'être entouré par l'agglomération de Chambéry, l'agglomération d'Aix-les-Bains, l'agglomération d'Annecy et Albertville. Donc, on a vraiment un bassin de proximité à 40 minutes d'ici. Donc, on est vraiment sur la population très locale. Et puis, on a 20% de séjournants qui viennent d'un peu partout en France. Mais on a beaucoup d'habitués. Les gens viennent ici, il y a le petit coup de cœur qui se crée et les gens reviennent assez facilement. Pour une station comme la vôtre, quel peut être l'impact d'une saison blanche comme celle qu'on est en train de vivre? Clairement, nous, on est sur du moins 93% de chiffre d'affaires. Moins 93? Oui, on va être sur du moins 93% de chiffre d'affaires sur la saison hiver. Donc l'impact, forcément, il est financier, il est sur l'emploi, il est sur toute la chaîne qu'il y a derrière, parce que fermer des remontées mécaniques, c'est pas uniquement fermer l'activité ski. On a les restaurants qui sont fermés, on a les fournisseurs avec qui ça va être compliqué, les investissements qui vont être reportés, des programmes de maintenance qui vont être reportés également. Donc il y a toute une chaîne derrière qui est impactée. On n'en parle pas souvent de ces gens-là, il faut en parler également. Et derrière, ce sont des emplois. Donc l'impact, il est principalement lié aux saisonniers, à l'emploi et à notre capacité de financer les futurs investissements. Alors on aura l'occasion de revenir sur les différentes activités dans l'émission de mardi, mais comment est-ce que vous faites, vous, au cœur de la station, pour continuer justement d'animer les lieux en cette période de vacances sans remontée mécanique? On s'appuie sur la communication, on s'appuie sur une équipe d'animateurs, d'animatrices qui proposent des activités. Et là encore, c'est compliqué parce que le discours du lundi change le mercredi et on n'a pas une grosse visibilité sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Donc ça n'a pas toujours été évident, mais c'est l'avantage, je dirais, des petites stations, entre guillemets, c'est qu'on arrive à être assez réactif et à pouvoir proposer un programme quasi de la veille pour le lendemain.
Et on a cette réactivité-là qui nous permet d'être assez innovants, d'utiliser les infrastructures qu'on utilise plus l'été et puis de proposer des petites activités sympas sur neige malgré tout. Il faut savoir que la diversification d'activités, elle date pas d'hier ici aux Aillons Margeria. Oui, complètement. On était donc il y a une dizaine d'années sur un modèle tout ski avec 100% du chiffre généré sur le ski alpin. Il n'y a pas si longtemps, on était encore sur du 3,5-4% de chiffre d'affaires sur les activités diversifiantes et le reste en ski alpin. L'année dernière, on a basculé notamment avec l'ouverture du pays suspendu des géants, un parc de filets suspendus dans les arbres. On a changé de modèle, on est passé à 10% de chiffre d'affaires sur l'été comparativement à 90 l'hiver, avec l'ambition d'arriver à 20%. Donc on est vraiment sur un modèle où j'augmente la partie estivale sans forcément réduire la partie hivernale pour autant, mais de commencer à équilibrer sur l'activité globale, donc 20% c'est l'objectif. Et on a l'objectif sur le site d'Aillons Margeria 1000 d'être à l'équilibre, c'est-à-dire d'avoir autant d'activités, de revenus générés par l'activité l'été que l'activité l'hiver. Vous avez, on a beaucoup parlé, on entend beaucoup parler de ski de randonnée depuis maintenant 2-3 mois. Vous avez d'ailleurs ici mis en place plusieurs sorties de ski de randonnée avec différents niveaux de difficulté. Oui, alors le ski de randonnée, c'est quelque chose dans les domaines skiables qui est présent depuis un petit moment. Il y a eu l'essor de ski de randonnée avec les randonneurs qui étaient sur les pistes de ski. Et il y a déjà une dizaine, quinzaine d'années, on a commencé à proposer des itinéraires balisés à l'extérieur du domaine skiable pour éviter que les gens remontent sur les pistes de ski. Donc il y avait un intérêt sécuritaire au début. Et ça devient aujourd'hui un intérêt plus commercial. Ça marche. Aujourd'hui, on ne voit plus trop les gens sur les pistes de ski. Ils utilisent les itinéraires balisés en dehors du périmètre du domaine skiable. Et aujourd'hui, c'est un argument un peu commercial. Les gens viennent nous voir. On a la proximité de Chambéry et les gens viennent avant d'aller bosser. Ils vont se faire une demi-heure, 3/4 d'heure de pot de phoque. Ils utilisent ces itinéraires et après, ils redescendent pour aller travailler. Et cet hiver, comme on nous a fermé le domaine skiable, enfin les remontées mécaniques, on a pris le parti d'ouvrir des pistes de ski utilisables à la montée, ce qui n'est pas le cas les autres années. Donc on a ouvert des pistes bleues qui sont larges, qui sont sécurisées, patrouillées, balisées. Et le débutant, celui qui n'a jamais fait de ski de rando, eh ben c'est super pour lui parce qu'il va découvrir l'activité et surtout il va pouvoir redescendre sur une piste qui est sécurisée, entretenue, patrouillée. On est ici, donc vous l'avez dit, à Aillons Margeria 1000. À côté de nous, il y a le Big Air avec beaucoup de public. Les jeunes, c'est une activité qui est relativement friande chez les jeunes, j'imagine. Complètement. Alors nous, on est clairement sur la cible familiale. Les activités dont je vous parlais, le pays suspendu des géants, on est sur une activité familiale avec main dans la main avec son enfant. L'airbag, c'est typique. À partir de 6 ans, là, on voit le public, c'est du 6-10 ans, 10-12. Les gamins, ils s'éclatent. Et quand on vient en famille ici, il y en a pour tous. Il y a de la balade tranquille, j'allais dire pépère, pour les moins sportifs. Et puis pour les plus aguerris, il y a l'airbag, il y a plein d'autres choses. Quel retour vous avez depuis le début de ces vacances, justement, des gens que vous avez pu croiser, que ce soit les quelques commerçants qui sont ouverts ou même la clientèle? Faut pas se leurrer, pour les commerçants, c'est quand même pas évident. Tout ce qui est restauration, location. Alors, la location des raquettes, des skis de rando, aujourd'hui, c'est compliqué d'en trouver parce qu'on en loue très facilement. Néanmoins, les revenus des commerçants restent faibles et c'est quand même pas évident pour eux. Tout comme pour nous, tout comme pour la SEM d'ébauche. Mais les gens, quand ils arrivent ici, sont finalement assez surpris. Ils s'attendaient à un site où ils sont venus prendre l'air. Ils ont raison de venir prendre l'air. Et c'est l'objectif premier quand on vient en montagne, c'est de pouvoir prendre l'air, se ressourcer. Et finalement, ils découvrent des activités qu'ils n'imaginaient pas, des activités complémentaires hors ski. Et les retours sont plutôt très positifs. On était il y a 2 semaines du côté des Contamines Montjoie. On est donc ici aux Aillons Margeria. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que, on le sait, les remontées sont fermées, mais on n'a pas affaire à des stations mortes, au contraire. Il y a de la vie. C'est exactement ça. Et puis le taux de réservation de 69%, c'était juste inespéré. Et ça montre qu'il y a de la vie. Et là, quand on se balade dans les rues en pied de station, on voit qu'il y a de l'animation. Et certains jours, je dirais presque, certaines années, on a plus de monde actuellement avec les remontées fermées, à 1000, que d'autres années avec le ski ouvert. Parce que c'est vrai qu'en termes de ski, l'attractivité à 1400 est telle que les gens vont assez skier à 1400. Ici, on est vraiment sur un domaine très débutant. Et finalement, quand on ouvre ces activités de diversification, ça dynamise encore plus le village. Parce que la particularité du site de 1400, c'est que c'est un stade de neige. Il n'y a pas de logement. Tous les logements sont à 1000. Et donc les gens, quand ils logent ici, on a toutes ces activités qui sont assez rigolotes, qui sont inattendues pour certains. Et du coup, c'est assez plaisant et les gens restent. Ça vous donne des idées pour la suite, pour les années suivantes, en espérant un meilleur contexte? Oui, alors
l'objectif premier, ça reste l'ouverture des remontées mécaniques, ça faut bien le souligner. Bien évidemment, on a lancé ces nouvelles activités, on ne va certainement pas s'arrêter. On a attrapé une catégorie de clientèle que l'on n'avait pas. On va aller plus loin, c'est prévu, il y a un plan d'investissement sur les 5 prochaines années avec cette diversification du territoire pour équilibrer les activités entre l'hiver et l'été, et notamment sur Hayon Margeria 1000. Combiné avec des investissements par l'agglomération de Grand Chambéry, par la commune également, la piscine, les pôles glisse, etc. On a pas mal de projets sur les 5 prochaines années. J'imagine que ça doit être motivant quand on est directeur d'un domaine skiable de voir que malgré le contexte, malgré tout ce qui se passe, les investissements vont arriver. C'est une preuve de confiance. Alors ça demande une gymnastique, une ingénierie financière qui n'est pas toujours évidente. Aujourd'hui, on a des ambitions. Et on est en train actuellement de caler financièrement si c'est jouable ou pas. Et on est en train d'établir le seuil au-delà duquel il ne faudrait pas aller pour justement déterminer les futurs investissements. Mais on a cette volonté en tout cas de ne pas lâcher prise et de continuer à investir et de continuer à proposer de nouvelles activités. On est dans cette dynamique-là. Est-ce que vous arrivez malgré tout à vous dire que cette saison aura eu des points positifs ? C'est un grand mot, des points positifs. Quand on met des gens en chômage partiel, c'est jamais positif et on n'aime pas faire ça. On est soutenu malgré tout, mais aujourd'hui, on est mi-février, les remontées mécaniques n'ont toujours pas été indemnisées, donc c'est quand même compliqué. On vit sur des fonds propres, on est obligé de faire appel à l'emprunt auprès des banques, donc c'est quand même des situations compliquées. On ne peut pas se satisfaire de cette situation-là, même si aujourd'hui les gens sont contents, c'est ça la satisfaction. La satisfaction, on la retrouve à travers le sourire des clients, mais la situation aujourd'hui, elle n'est pas du tout satisfaisante. Il y a un an, un petit peu moins d'un an, que lorsque le Premier ministre a annoncé la fermeture des commerçants et on a appris quasiment dans les heures suivantes la fermeture de toutes les stations en France, vous disiez quoi à l'époque ? Vous imaginiez un an plus tard être dans la même situation, voire pire ? Alors déjà, l'annonce le samedi soir à 20h pour la fermeture le lendemain à 8h, elle a été quand même dure à appliquer et à accepter. Non, clairement, pour nous, on avait des doutes sur l'ouverture de l'été. On n'avait aucun doute sur l'ouverture de l'hiver. On a commencé à entendre parler de la fermeture de décembre. On s'est dit non, ils ne vont pas le faire, c'est gonflé. Enfin, les arguments ont plus avancé. Nous, on est contre ces arguments-là, on ne les accepte pas. On n'est pas d'accord avec ces arguments qui sont avancés pour fermer les remontées mécaniques. Et puis finalement, décembre, ça a été fermé. Et puis ça prolonge en janvier. On nous promet, vous allez ouvrir. Et puis finalement, non. Et en février, on s'est dit non, c'est pas possible. Février, on peut pas. Il y a tel enjeu derrière, économique et pas que. Et finalement, si. Donc c'est un peu, on vit un petit peu au jour le jour aujourd'hui. Damien, une pensée positive pour terminer cette émission. On va passer cet hiver, voilà, les gens sont venus, tous les gens qui sont venus vont repartir contents, j'espère qu'ils vont revenir. On va vite fermer cette parenthèse et on va penser à l'avenir, on va oublier cette saison et on va espérer que tout ira mieux dans le meilleur des mondes pour tout le monde et toutes les activités en France. Merci beaucoup Damien Grange de nous avoir accueillis ici chez vous. Merci à François Pirot, à Lise Vifray pour la technique et à Manon Boulben pour la coordination. Et enfin, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve mardi pour le 2e épisode de notre semaine découverte aux Hayon Margeria. On parlera notamment des autres activités qui ont lieu tout au long de ces vacances, pendant cette période hivernale de vacances. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 2e épisode de Panorama. Vous connaissez le principe désormais, une thématique et 4 émissions diffusées chaque soir de la semaine, du lundi au jeudi, après le journal. On va parler aujourd'hui des activités que l'on peut faire ici aux Hayon Margeria et pour en discuter avec moi, je suis en compagnie de Karine Bocon-Pérou. Vous êtes chargée de communication. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. On va parler du PSG, le pays suspendu des géants, une des activités phares de la station qui se trouve juste à côté. Une activité, un parc qui a ouvert exceptionnellement pour ses vacances en fonction du contexte, en raison du contexte sanitaire pour pouvoir proposer une activité de plus aux vacanciers. Absolument, c'est ça. Oui. Parce que normalement, là après, il va ouvrir sur Pâques tous les jours. Il ouvrira tous les week-ends du mois de juin, tous les jours de l'été. Donc là, c'est exceptionnel. Il fallait bien quand même donner du plaisir aux vacanciers. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que le pays suspendu des géants très exactement ? Alors, ce n'est pas un parc d'attractions, c'est un domaine attractif et de sensibilisation à la nature. Donc, il se situe, comme vous l'avez vu, il est bien caché dans les bois, ce qui permet de respecter le patrimoine paysager en même temps. Et c'est un domaine dans lequel il est facile de rentrer. On peut y aller dès 2 ans, jusqu'à peu plus.
Et donc, quand on y arrive, en fait, on va rentrer dans une légende qui a été créée autour d'un petit personnage qu'on appelle Thibaut Jus. Voilà. Vous disiez le côté sensibilisation patrimoniale, c'est important de ne pas faire qu'un lieu de loisirs. Ah, complètement, ouais. Ben, on est dans le massif des Bauges avec des patrimoines riches et quand on vient là, il est important aussi de comprendre où on est. Il y a des choses merveilleuses à faire, mais en même temps, il faut respecter l'environnement si on veut continuer à pouvoir y aller. Alors comment ça se passe très concrètement? C'est quoi? C'est des défilés, des sauts? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Eh bien, quand vous rentrez, vous avez déjà un plan qui va vous permettre de vous diriger. C'est un domaine qui fait 7000 m² au sol, avec 6 modules différents dans lesquels vous allez rentrer. Ce sont des filets dans lesquels vous évoluez de façon très sécurisante. Il n'y a pas besoin d'équipements spéciaux. Vous allez donc évoluer à travers ces filets, sur des plateformes de filets dans lesquelles vous allez pouvoir sauter, faire des figures, ce que vous voulez, vous roulez dedans. Il y a des toboggans, des cabanes. C'est vraiment un lieu où on transpire, où on rit, où on crie. On peut se défouler. Complètement. Il y a aussi des tables qui vous permettent de pique-niquer, si vous avez envie d'y rester toute la journée. Et puis au sol, vous avez aussi des activités qui vont vous sensibiliser à la nature, qui vont être des activités éducatives sur l'environnement, donc sur les animaux, sur la flore, sur les rivières, sur les forêts des Bauges, etc. Le fait d'avoir ce parc à proximité du front de neige, qui pourtant est bien caché, ça vous donne, c'est une belle, comment dire, ça fait que ce parc arrive à avoir une certaine légitimité, une certaine attractivité par rapport aux vacanciers? Alors, je ne sais pas si c'est... j'espère en tout cas qu'ils y seront sensibles. Qui remarqueront effectivement qu'il est bien situé. Et effectivement, ça lui donne un petit côté caché, un monde peut-être un petit peu féerique. Après, en été, il n'y a plus de neige. Donc, on le voit encore différemment. On est actuellement en période de vacances scolaires. De ce que vous savez, est-ce que c'est une activité qui marche depuis l'arrivée des premiers vacanciers ici au Hayon Margeria? Oui, là, sur l'hiver, alors l'été dernier, ça a très bien marché, ça a beaucoup plu et comme c'est tout nouveau, faut le temps aussi à ce que la publicité se fasse, que les gens entendent, connaissent, voilà, du bouche à oreille, etc. Donc, et ça vient, et cet hiver, c'était exceptionnel, donc on a eu aussi un beau passage et ça continue. Et les gens sont ravis, vraiment. Ça fait partie, ce type d'activité, ça fait partie de la diversification qui est indispensable à une station comme ici au Hayon Margeria? Oui. De toute façon, on sait très bien que le climat évolue. On sait très bien aussi que la neige n'est pas toujours présente. Et donc, c'est important aussi de rebondir par rapport à tout ça. Et puis en même temps, il y a plusieurs activités pour des âges différents. Donc là, le pays suspendu des géants, il complète ces autres activités. Le fait que vous nous l'avez expliqué, quand on pénètre dans le pays suspendu des géants, on rentre dans une histoire. Oui. Ça aussi, ça fait partie du succès de l'animation, selon vous? Oui, moi je pense que c'est important. Et il y a un potentiel dedans qui permettra aussi de faire évoluer les choses. Ça permet aux enfants de rêver, selon vous? Oui, bien sûr. Ah bah oui, toutes les gens fait rêver. Et en même temps, ça fait rêver et ça rend acteur, ça sensibilise, ça communique. Donc c'est un bel outil pour faire passer des messages sur la nature. Ce que vous disiez par rapport au côté patrimonial, c'était une nécessité parce que peut-être que encore certaines personnes n'ont pas forcément conscience de l'importance de l'environnement dans l'époque dans laquelle on vit. Complètement. Oui, il y a beaucoup de gens, je pense, qui voient le massif des Bauges comme un parc de jeux. Mais c'est d'abord des patrimoines qui ont été préservés et pour lequel il y a un gros travail de préservation. Donc c'est important. Merci beaucoup, Karine Bocon-Pérou. On va passer à une deuxième invitée qui va prendre votre place. C'est Jessica Donaz qui va venir prendre votre place, justement, animatrice ici au Hayon Margeria. Merci Karine. Merci Sébastien.
Jessica, bonsoir, bonjour, je ne sais plus comment il faut dire. Bon, vous êtes animatrice? Oui, c'est ça. J'imagine que ça fait du bien de voir du monde après cette année qu'on vient de vivre, des gens heureux, des gens qui ont envie de se lâcher, de se défouler, ça fait du bien. Ouais, je vous le cache pas que ça fait beaucoup de bien, sachant que la période de janvier a été plutôt calme, tant du point de vue animation qu'événementiel. On a fait un petit bon début de saison à Noël, et ben là, ça se confirme, tout va bien. J'imagine que vous avez mis ces mois de réflexion à contribution justement pour pouvoir arriver à trouver des idées différentes, novatrices, compte tenu du contexte avec ces remontées mécaniques fermées. Oui, on s'y est pris Ça a été un très tôt. casse-tête? Oui et non. On s'y est pris très tôt, déjà d'une part parce qu'on savait dès cet été que la saison d'hiver ne serait pas gagnée d'avance, si on peut dire. Du coup, on s'y est pris très tôt cet été. On a cherché des idées un peu partout. Sans nous jeter des fleurs, on a quand même pas mal de bonnes idées. Du coup, on s'en est servi. On a repris pas mal de jeux qu'on avait les saisons précédentes, été comme hiver, qu'on a remodelé, on a remis au goût du jour et puis on a essayé de proposer un panel d'activités différentes pour que toute la famille, tous les publics soient ravis. Alors pour cette période hivernale, pour ces vacances, 2 événements notamment à noter sur les calepins, le trail digital de la Fée Blanche et la Dahu Race. Oui. Donc le trail digital de la Fée Blanche, c'est actuellement en cours, si on peut dire, puisqu'il a lieu du 13 février au 7 mars. Donc version digitale, pourquoi? Puisque c'est les coureurs qui s'auto-chronomètrent en fait. C'est très simple, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site duelchrono.com. Ils téléchargent la trace GPX du parcours, ils viennent ici sur le domaine nordique d'Aillon-Marja à 1400, ils font le parcours. Après, ils retéléchargent leur trace sur leur PC, ils le renvoient sur elchrono.com et après, ça fait un classement Scratch digital, bien évidemment. Ça marche? Pour l'instant, oui, le début a été un peu difficile, on va dire, mais les inscriptions affluent tous les jours. Et la Dahu Race? La Dahu Race. Donc celle-ci était initialement prévue début février. Malheureusement, on l'a reportée au 28 mars prochain. Donc presque même principe que le trail. Elle a lieu toujours sur le domaine nordique d'Aillon-Marja à 1400. 2 parcours avec des obstacles. Donc 3 km et des obstacles plutôt typés famille pour que tout le monde puisse y trouver goût, on va dire. Et un 10 km avec 25 obstacles. Là, un peu plus compète. Un mot également sur la givrée. La givrée, donc on avait un événement la givrée qui malheureusement n'a pu avoir lieu et on a fait donc cette animation les givrées qui a lieu tous les jeudis des vacances scolaires de février. Donc toute la journée gratuitement, les familles, tout public peuvent venir assister et participer aux différents obstacles qu'on a mis en place. Donc des obstacles d'adresse, d'agilité, dextérité, de quoi ravir vraiment toute la famille. Pour en revenir aux vacanciers, vous qui les côtoyez quotidiennement, est-ce que vous les sentez différents de d'habitude? Oui. Qui sont moins stressés, plus tranquilles? Oui, on a vraiment ce ressenti. C'est vraiment agréable, on ne va pas vous le cacher. Les vacanciers s'y plaisent, sont ravis des animations qu'ils peuvent trouver, donc tant que ça soit côté remontée mécanique ou côté animation avec nous. Les vacanciers sont vraiment ravis, heureux de pouvoir profiter de la neige qu'on a quand même, du beau temps et des animations. Ils vous disent, ils vous font part de leurs envies, de leur ressenti par rapport à cette saison qui est forcément particulière? Oui, donc certains nous le cachent pas, hein, le ski leur manque, mais comme tout le monde, comme nous, ils s'adaptent. Donc ski de randonnée, balade en raquette, animation, big airbag, enfin bref, ils passent par toutes les activités qu'on peut proposer, donc aucun souci de ce côté-là. Pour en revenir aux animations, est-ce que ça peut vous donner des idées pour les prochaines saisons? Le fait d'avoir dû un petit peu bricoler, d'avoir dû faire preuve d'imagination, ça vous donne des idées pour la suite? Oui, parce qu'on sait évidemment, comme tout le monde, je pense, on ne sait pas de quoi les saisons prochaines seront faites. On travaille déjà, on essaye de travailler, d'avoir des idées pour la saison estivale qui va suivre. On est déjà en cours sur certaines animations. Pour l'instant, c'est dans un coin de nos têtes, mais elles vont bientôt sortir sur papier prochainement. On parle beaucoup de changer le modèle économique de la montagne au sens général, mais dans le domaine de l'animation, là aussi, il y a quelque chose à changer selon vous? Pardon? Il y a aussi quelque chose à changer selon vous par rapport à l'approche qu'on peut avoir, par rapport à l'empreinte environnementale? Est-ce qu'il y a des choses à faire dans ce domaine? Il y a encore quelque chose à changer, oui. Je pense que les gens sont notamment plus sensibilisés aujourd'hui et je pense que ça va venir tout doucement dans les mœurs. Une dernière chose, oui. Jessica, vous qui vous travaillez dans ce domaine,
J'imagine que c'est très compliqué une saison comme celle-ci, mais il y a quand même des points positifs à retirer de cet hiver 2020-2021. Le premier, c'est qu'on travaille quand même tous les jours en extérieur. Donc, bon, malgré tous les temps, hein, mais on adore ça. Donc, le travail en extérieur, côtoyer des vacanciers heureux, on adore ça. Voilà, il n'y a vraiment aucun côté négatif qu'on puisse retirer cette année. Merci beaucoup. Mais de Jessica rien. Donaz, bon courage, bonne Merci. continuation pour Merci. la suite de ces vacances et puis pour la saison estivale à venir. Merci beaucoup. C'est fini pour ce deuxième volet de notre semaine ici dans les Bauges. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Merci à l'équipe présente ici sur place avec moi. On se retrouve mercredi pour parler fromage notamment. Bonjour à tous, bienvenue ici aux Haillons Margeria pour Panorama pour cette semaine d'immersion dans cette station des Bauges. Nous sommes à la fromagerie du Val d'Aillon pour ce 3e épisode. Merci à vous, Marie-Ange Carré, de nous accueillir. Un mot déjà sur cette fromagerie. Parlez-nous un petit peu de cette fromagerie, de ce bâtiment, de cette histoire. Alors, Le micro bien. la fromagerie du Val d'Aillon date des années 1800. Voilà, où c'était vraiment à l'époque, aux Aillons, c'était tout plein de petites fruitières. Et là, c'était vraiment la petite fruitière du village. Voilà. Donc, cette fromagerie, on fait ici principalement la tome des Bauges, hein, depuis toujours. Ce fameux fromage tome des Bauges avec un seul M. Vous l'avez évoqué, la particularité, c'est que vous êtes la plus petite fruitière aujourd'hui de Savoie. Le fait d'être situé comme ça, à 900 mètres d'altitude, ça change quelque chose pour les fromages ? Alors, d'être situé à plus de 900 mètres d'altitude, on va dire que c'est des prairies complètement différentes, fleuries. Alors oui, nous, les vaches sortent peut-être tard, au printemps. Hein. Nous, le printemps, c'est pas avant le mois de mai, voilà, contrairement aux autres agriculteurs en bas, plus en plaine. Donc c'est qui nous donne des fromages avec beaucoup plus de saveur et des pâtes bien jaunes pendant la saison d'été. Alors, on va pas mentir à nos téléspectateurs, il est 14h35. La boutique a ouverte à 14h. Il y a énormément de monde. C'est d'habitude, c'est la saison qui veut ça. C'est important, j'imagine, de voir que voilà, ça continue, l'activité continue malgré tout. Ah bah complètement, oui, on est content de voir du monde ici aux Aillons, malgré le contexte actuel. Oui, on a dû d'ailleurs prolonger nos horaires d'ouverture pour pouvoir bien accueillir et servir notre clientèle de passage et qui sont aussi en vacances ici chez nous. Je suis allé voir sur votre site internet, j'ai vu que vous proposez notamment toute une série de conseils, comment conserver son fromage, quel fromage utiliser pendant la grossesse, comment congeler le fromage. C'est important aussi, toutes ces notions auxquelles on ne pense pas forcément au premier abord. C'est très important, oui, parce que voilà, faut savoir que la tome des Bauges se garde très très bien. Il faut pas avoir peur d'acheter une tome des Bauges entière, quoi. Ça se congèle, ça se Alors en conserve plus très bien. de la fromagerie, vous proposez des autres prestations, notamment un espace muséographie et des ateliers. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors effectivement, on a un espace muséographique à l'étage du magasin où vous pouvez découvrir l'histoire de la fruitière et notamment l'histoire de la fabrication de la tome des Bauges. Vous avez vu aussi sur l'atelier de fabrication, donc tous les matins, vous pouvez venir voir, hors contexte sanitaire, le moulage de la tome des Bauges. C'est important la transmission de ce savoir-faire, de montrer comment vous travaillez et de montrer les ateliers de fabrication. Il y a une demande de la part des gens. Ah oui, complètement. Ils sont friands de ça, de voir comment justement c'est fabriqué ce bon fromage qui est en appellation d'origine protégée aujourd'hui. Oui, il y a de la demande. On ne l'a pas évoqué, la fromagerie du Val d'Aillon fait partie de la fruitière du Cœur des Bauges, c'est bien ça ? Vous avez choisi de vous rassembler, c'est pourquoi ? Pour être plus fort, comment ça se passe ? Alors c'est ça, depuis le mois de septembre, la fromagerie du Val d'Aillon et la coopérative de l'Échrennes, on fait plus qu'un, nous sommes regroupés et nous sommes la fruitière du Cœur des Bauges. Voilà, en fait c'est deux ateliers différents où ici aux Aillons c'est Tome des Bauges, Val Bleu et raclette, et à l'Échrennes, c'est Tome des Bauges et Margeria, notre fameux gruyère. C'est quoi justement les fromages best-sellers là ici à la fromagerie du Val d'Aillon ? Alors nous ici c'est la Tome des Bauges, principalement. Voilà, vous avez le Margeria, le Val Bleu, ça c'est notre spécialité, la pâte persillée. Vous avez le Galopion, c'est une pâte demi-cuite, le Montpelat.
tout ça, c'est nos spécialités. Une dernière question avec vous, Marie-Ange. Oui. Les horaires d'ouverture ici pour inciter les gens à venir vous voir ici à la fromagerie du Val d'Aillon à Aillon-de-Jeune. Alors c'est simple, on est ouvert tous les jours de l'année, du lundi au dimanche, 9h midi, 14h, 18h, couvre-feu oblige, hein. Sinon 15h, 19h. Merci beaucoup. On va continuer à parler fromage avec Jacques Andrevon qui normalement doit venir sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Jacques Andrevon, bonjour. Vous êtes fromager depuis Bonjour. maintenant plus de 30 ans ici à Aillon-le-Jeune. Pourquoi ils sont aussi bons, les fromages des Bauges? Je pense que la particularité des fromages des Bauges sont fait ça vient de la production du lait qui est faite de façon traditionnelle, donc depuis tout le temps, donc avec du fourrage naturel l'été, hein, du foin, de l'herbe d'été, pardon, et du fourrage du foin l'hiver issu du massif des Bauges. Après, on travaille donc avec le lait cru, ce qui permet après lors de l'affinage de développer toutes ces saveurs particulières propres à notre terroir. Après, on peut passer sur la partie fabrication. Donc, on a des fabrications qui sont traditionnelles, donc avec une appellation d'origine protégée de l'atome des Bauges. On travaille avec très peu d'ajout de produits extérieurs, un peu de ferment lactique, un peu de présure pour cailler le lait, du sel pour saler le fromage et c'est tout. Donc tout se fait après issu de ce que contient le lait au départ, donc des bactéries originelles et naturelles qui sont issues des terroirs, de la nourriture et des races de vaches locales qui sont obligatoires ici. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous fabriquez comme fromage? Donc la plus grosse production, c'est l'atome des Bauges, AOP. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, on a développé une pâte persillée qui s'appelle le Val Bleu, qui se développe beaucoup actuellement, qui est très porteur. Et on a démarré donc depuis cet automne, suite au groupement de coopératives avec la COP de l'Échrennes, à fabriquer de la raclette pour les deux sites. Donc la raclette, on faisait en petite quantité depuis 10 ans. Et depuis cet automne, on produit de la raclette pour vendre sur les deux sites, et raclette au lait cru. Le fait d'avoir une AOP aussi importante, aussi connue que l'atome des Bauges, pour vous, producteurs, c'est une vraie valeur ajoutée? Oui, c'est clair que c'est une valeur ajoutée parce qu'on est très loin de la notoriété que peut avoir le Roblochon ou le Beaufort au niveau des AOP. L'atome des Bauges, c'est une petite AOP. Hein. On fait je crois que c'est 900 tonnes de production par an sur l'ensemble des COP et des fermiers, donc c'est très petit. Mais ça permet de se différencier sur un étal au niveau des tomes, parce que le terme tome est quand même un mot générique qui englobe bien sûr l'atome de Savoie, hein, qui est l'IGP voisine. Et l'atome des Bauges permet de se démarquer justement au niveau commercial, aussi par rapport à des tomes qui viennent du Massif central ou d'ailleurs, quoi. Le fait d'intégrer cette coopérative, cette fruitière, c'est aussi une chose importante pour vous? Vous voulez dire à quel niveau? La fruitière du Cœur des Bauges. Le fait le regroupement, c'est clair que c'est très important parce qu'on était donc fromager du Val d'Aillon jusqu'à l'année dernière avec seulement 3 producteurs. Donc avec tous les risques de maintien d'activité que ça entraîne en cas de problème chez l'un ou l'autre, quoi. Donc le regroupement a permis d'asseoir déjà une puissance commerciale sur les deux sites avec quelqu'un qui est embauché pour ça, donc le directeur de la coopérative, d'avoir plus de fromage à proposer à la vente, parce que nous on était très petits, donc avec des ventes très saisonnières comme on n'avait pas de quoi aller chercher sur des marchés extérieurs, et ça a permis surtout de lancer déjà un plan d'investissement de rénovation de matériel dans notre coopérative qui n'aurait jamais été possible avant. Donc là je peux en parler si vous voulez. Allez-y. Donc jusqu'à maintenant on a remis une cuve de 2000 litres en place là, il y a un mois. Donc on a 2 cuves de 2000 litres de fabrication, qui fait une capacité de 4000 litres de production d'un coup, ce qui est pas mal. On a mis du matériel de moulage pour le Val Bleu moderne, alors qu'avant c'était tout à la main et de façon très artisanale. Donc ça nous permettra de produire 2 fois plus de Val Bleu, voire 3 fois plus si la demande existe. On a modifié aussi l'appareillage de fabrication de raclette pour justement pouvoir répondre à la demande qui est très importante en raclette actuellement. Et ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul, quoi. Vous l'avez évoqué, ici on est dans une station, il y a un côté vraiment saisonnier. On est en plein cœur de la saison, on sait que les conditions cette année sont compliquées. Malgré tout, j'imagine que ça vous fait plaisir de voir qu'il y a toujours autant de monde qui vient goûter vos produits. Oui, c'est clair qu'au niveau local, on a quand même l'antériorité, on est là depuis longtemps, les gens nous connaissent. Je ne vais pas dire nos produits tiennent à peu près la route, je pense, sans vouloir zanter. Et c'est vrai qu'on a eu un afflux de population depuis la fin du confinement au mois de mai.
qui était constant, quoi. Même le confinement d'automne ne s'est pratiquement pas fait sentir parce que les gens avaient le droit de rouler sur plus de 20 km. Donc nous, notre zone d'achalandage, c'est quand même Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains. Donc on a eu du monde. Toute l'année dernière, ça a très bien marché. C'est important, j'imagine, pour vous, la transmission du savoir-faire. On sait qu'ici, il y a notamment en haut, à l'espace muséographie, une vue sur les ateliers. Pour vous, c'est important en tant que fromager de montrer comment vous travaillez? L'espace muséographique a été fait à la base aussi pour parler de la partie fromagère, mais aussi pour présenter le travail des agriculteurs, qui est souvent méconnu, parce qu'on est quand même dans une agriculture très, très spécifique ici, avec la saisonnalité qui est très importante, hein, l'hiver. Les vaches sont dedans, donc c'est un travail totalement différent de l'été. Donc il y a toute la première partie qui est sur le travail des agriculteurs à la ferme, avec des questions sur l'alimentation, sur les restes de vaches. Et après, on a voulu lier ça donc au fromage, parce que la technique fromagère, parce que bon, c'est un ensemble. Hein, on ne fait pas de bon fromage si on n'a pas du bon lait, et inversement, quoi. Et donc après, la transmission, donc la vulgarisation un peu de notre travail est très importante, parce que l'espace muséo est quand même fait à la base pour accueillir beaucoup de classes de neige, même si cette année c'est un peu zéro, quoi. Mais donc il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour découvrir ce qu'on produit et voir que la vache, elle ne fait pas du beurre direct, quoi. Donc, Merci beaucoup, Jacques Andrevon. Merci de nous avoir fait découvrir votre métier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour la suite? Pour la suite, Pour la suite des événements, pour que ça puissiez continuer à faire votre métier dans des bonnes conditions, à faire découvrir vos produits? Que les conditions au niveau sanitaire restent au pire ce qu'elles sont maintenant. Ça permet aux gens quand même de bouger, de venir nous rencontrer, parce que nous, notre cœur de métier, de vente, c'est ici, quoi. Le but, c'est que les gens viennent chez nous pour nous découvrir. On n'a pas vocation à aller faire les marchés. C'est pas notre truc, quoi. Donc il faut que les gens puissent venir nous voir, quoi. Merci beaucoup, Jacques. Bonne continuation pour la suite, notamment pour la suite de ces vacances scolaires. Merci. C'est terminé pour ce 3e épisode de Panorama. Merci à toute l'équipe présente avec moi ici sur place. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le 4e et dernier volet de Panorama consacré aux haillons Margeria. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour clore cette semaine de Panorama. Nous avons choisi cette semaine de nous installer aux haillons Margeria en cette période de vacances scolaires. On a parlé depuis le début de la semaine du domaine, des différentes activités, de la fromagerie du Val d'Aillon et ce soir pour la dernière, nous avons pris un peu de hauteur. Nous sommes à la ferme des chiens de traîneau avec Serge Véry. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. C'est donc vous qui occupez cette ferme un petit peu particulière. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on y trouve ici. Des chiens. Alors, disons que c'est une petite ferme particulière, oui. C'est parce qu'on a essayé de faire de notre passion une passion qu'on pouvait retransmettre aux personnes. Voilà, on a été reconnu largement marginal pendant ce temps et devenu original le jour d'aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'on transmet notre savoir-faire. Hein. Ça veut dire que les personnes, ils adorent les chiens de traîneau, vivent une aventure, vivent quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux. Et nous, on peut leur retransmettre justement ce qu'on a là. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Serge, dans le mushing? Comment vous êtes arrivé justement déjà dans cette discipline? Ah, c'est un cadeau pourri de ma femme. Oui, il y a ça 35 ans en arrière, elle m'a donné mon premier chien. Et quand j'ai eu mon premier chien, j'ai été voir le veto du coin parce qu'il me démontait tout dans la maison. Alors le veto, il m'a dit, mais c'est tout normal, il est seul ton chien. Ah, je dis, ah bon, il est seul mon chien? Oui. Ben, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, prenez-en un deuxième. Alors j'en ai pris un deuxième. Sauf que 2 mois après, j'ai pas osé aller voir le veto. J'avais 2 fois plus de dégâts. J'ai dit, peut-être qu'ils ne s'accordent pas ensemble. S'ils ne s'accordent pas ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Un 3e. Ouais, voilà, ça a commencé comme ça. J'en ai pris un 3e. Jusqu'à 70? Parce qu'on Et a 70 là, chiens ici. j'en ai eu plus que ça. Il y a une époque, on était à 100, 110. Et jusqu'au jour que on a été voir le veto parce que ça démontait tout dans la maison. Alors le veto, il nous a dit, mais c'est des chiens qui travaillent. Oh, je suis tombé des nues. Déjà, pour faire travailler les personnes, c'est compliqué. Alors faire travailler les chiens. Alors du coup, j'ai essayé. Et à cette époque-là, mais on n'avait pas Internet. On avait un Minitel, on tapait le chien de traîneau et du coup on a tombé sur des personnes qui étaient avec des chiens de traîneau, qui nous ont montré à peu près comment qu'il fallait démarrer, mais dans les années 80, vous imaginez les premiers chiens de traîneau en France. Alors on a commencé à travailler avec eux jusqu'au jour que eux ils avaient des chiots aussi. Alors, on n'est plus à un chien près, 4 c'est mieux que 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 c'est mieux que... Voilà. Et j'ai commencé à travailler, à voyager avec eux et à faire un peu de compétition. Jusqu'au jour que je suis arrivé pour Royal Canin. Alors là, du coup, j'ai fait des traversées pour Royal Canin. Et ça, c'est ça qui a déclenché toute ma passion. Le début de avec l'histoire ça. d'amour. Quel rapport vous entretenez, vous, aujourd'hui, avec vos animaux? Ah, très proche.
très proche. Déjà, c'est comme si c'est mes enfants. Voilà. Bon, j'ai des enfants, j'ai 10 petits-enfants, hein, mais c'est comme si c'est mes enfants. Chaque caractère, je les connais. Chaque aboiement, je les connais. Tous les prénoms et tout, leur caractère. Même la nuit, quand ils aboient, je sais qui est-ce qui a aboyé. Non, non, il est très très proche. Hein. Pour avoir du résultat avec les chats, il faut être proche. Alors, vous avez donc fait le choix de partager votre expérience. Ça fait combien de temps que vous proposez cette activité ici aux Haillons Margeria? Ah, les haillons, moi j'ai connu les haillons dans les années 2000. Voilà, ils avaient vendu du chien de traîneau, ils n'avaient pas de meuchère sur le secteur. Du coup, je me suis déplacé, j'étais dans les Pyrénées à cette époque-là, beaucoup en déplacement. Et je me suis déplacé. Quand j'ai vu les haillons, j'ai trouvé la station légèrement sauvage, ce que j'aime. Voilà, Ce qu'il fallait. naturel, voilà, il n'y avait pas trop de monde ni rien. Alors du coup, c'est ce qu'il fallait justement pour l'activité. Sauf que je ne suis pas de la région. Vous êtes flamand, c'est ça? Voilà, moi je suis français flamand. Ça veut dire que normalement je viens du nord de la France. Ouais, j'ai mis 14 ans pour être toléré. Mais bon, on va pas se plaindre, ils m'ont accepté. Enfin, soi-disant. Mais bon, on verra bien. Alors, comment ça se passe très concrètement ici à la ferme? Quel type d'activité vous proposez? Alors, avant, j'avais plusieurs activités. Cette année, on s'est beaucoup plus axé sur la visite de la ferme. L'approche du chien, le caractère du chien, les gestes qu'on peut faire, ne pas faire. Ça, c'est une petite heure et voyager parmi tous les chiens. Deuxième activité, ça a été la canirando. Ça, c'est l'été, ça. La canirando, vous arrivez, vous choisissez un chien, vous allez faire une balade. Hein, vous êtes accompagné toujours par quelqu'un. Vous faites une balade en montagne avec le sac à dos et tout. Et dès que vous revenez, vous donnez à boire au chien, vous enlevez les harnais, vous brossez le chien et tout. Voilà, vous avez eu un contact avec l'animal. Et après, on a du canicart, hein, ça c'est une activité aussi d'été. Canicart, hein, c'est vous avez un attelage de 10 ou 12 chiens. Et cet attelage de 10 ou 12 chiens, vous arrivez le matin, parce qu'on ne travaille pas l'après-midi, hein, c'est sieste, hein, il fait trop chaud. Alors automatiquement, on ne travaille que le matin. Et quand vous arrivez le matin, ben, vous avez l'attelage qui est là, qui vous attend. On vous présente tous les chiens, on s'en va faire l'activité. Et c'est vous qui revenez après avec tous les chiens, mais c'est vous qui vous occupez des chiens. Ça veut dire vous enlevez les harnais, vous brossez les chiens, vous donnez leurs récompenses. Voilà, c'est tout un ensemble avant de les remettre au parc. Voilà. Et l'hiver, on fait du baptême. Du baptême, là, ça veut dire que vous avez des attaches de 10 chiens et on prend 2 personnes hein, par traîneau minimum. Des fois, j'ai des familles qui viennent, ils sont 6. Alors, du coup, il y a 3 traîneaux de 2 personnes dans la... Voilà, ça fait 30 chiens qui démarrent en même temps. Comment on peut expliquer le fait que le mushing marche autant? On se rend compte que de plus en plus de personnes sont attirées par les courses, on pense notamment à la Grande Odyssée, ou Oui. par ce type de structure comme les vôtres qui proposent des baptêmes, d'initiation à l'attelage. Alors, disons que le chien de traîneau, c'est quelque chose que les gens aimeraient avoir chez soi, mais qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est des chiens d'aventure, c'est des chiens d'exception, c'est des chiens qui, voilà, ils sont capables de donner beaucoup et reprendre beaucoup aussi. Hein. Ça veut dire que, alors les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ben, justement, ils cherchent un peu de liberté, un peu d'évasion, ce qu'ils n'ont pas chez eux. Voilà, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent de Paris, de Lyon, de là. Ils sont dans des HLM et jour d'aujourd'hui, ils veulent d'évasion. L'évasion, on la trouve où? Ben, dans des endroits comme ici. Vous regardez les Haillons Margeria, ici, vous allez voir, c'est une station qui est restée telle que. On est dans la forêt, on est vraiment dans un état tel. Alors c'est ouvert à tous ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Non, non, c'est ouvert à tous. Du moment qu'on nous dit, hein, parce que bon, on reçoit aussi des personnes en déficience, mais il faut nous prévenir, hein, parce que c'est tout un protocole de préparation. Voilà. Autrement, c'est ouvert à tous, aux enfants de 7 à 77 ans. Même les plus jeunes, le plus jeune, j'ai eu 15 jours. Ben, il n'a rien vu, il a dormi tout le long du parcours. Mais maman, elle était contente. Alors parlez-nous un petit peu de ces chiens. Donc ici, 70 chiens Oui. dans la ferme. Quelle race vous avez ici? Alors moi, j'ai du husky de Sibérie, mais on dit husky de Sibérie, mais il y en a qui viennent de Norvège, il y en a qui viennent de Finlande, il y en a qui sont nés, moi depuis le temps, ils sont nés à la maison. Après, derrière, vous avez du chien esquimau du Groenland. Chien esquimau du Groenland, c'est des gros nounours hein, qui viennent du Groenland, hein, qui sont capables de tirer des très grosses charges et de tenir la cadence du husky. Ça marche très très bien. Après, derrière, vous avez du croisement chien esquimau du Groenland, husky. Et vous avez aussi de l'Alaskan. L'Alaskan, c'est un mélange de races. C'est un autre nom, mais on a appelé ça un Alaskan. Comme ça, quand on reçoit les classes, on n'a pas de problème avec les profs. Le côté transmission, c'est quelque chose qui est très important, j'imagine, pour vous de transmettre aux plus jeunes notamment. Oui, alors moi c'est depuis des années, hein, que j'essaye justement déjà l'approche. Parce que tout le monde, quand on parle des chiens, tout le monde a peur des chiens. Non, il n'y a pas de mauvais chiens. Il y a que des mauvais maîtres, c'est tout ce qu'on a. Voilà, la violence engrange de la violence.
Alors quand vous avez 70 chiens, automatiquement, il ne faut pas avoir de violence. Pas avoir de violence, ça veut dire qu'ils sont tous égaux, ils sont tous là, il n'y a pas de dominant. Si on laisse venir un dominant dans la meute, c'est quoi un dominant? Ben, c'est un chef qui travaille, pas, qui gagne des sous et qui commande des hôtes. Du coup, automatiquement, il y a plein de jeunes derrière qui disent « Oh, c'est bien d'être dominant, c'est bien d'être chef. » Ah, ils veulent être chef. Du coup, ils vont voir le DRH pour avoir une place de chef. Et ils ont une place de chef. Et là, j'ai 2 équipes. Ici, nous, on ne peut pas avoir 2 équipes. Nous, c'est toute la même équipe, c'est tous ensemble, ils travaillent tous ensemble. Justement, entre ces animaux, est-ce qu'il peut y avoir une rivalité? Oui, oui. C'est tout à ça- vous d'arriver à faire en sorte que tout se passe bien? Ouais, voilà. C'est à nous, hein, il ne faut jamais laisser. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose, si vous faites une caresse à un chien, il faut caresser tous les autres chiens. Si jamais vous donnez, tout à l'heure, on a donné des coups de canard hein, aux chiens qui sont congelés hein, pour une récompense. Hein. Ben, il faut donner le coup de canard à chaque chien et on y va à tous les chiens en même temps. Si jamais vous ne donnez pas le coup de canard en même temps, si jamais vous donnez pas le coup de canard, si jamais vous donnez pas le coup de canard à un chien, par exemple, voilà, il y aura une résistance qui va se faire. Il va dire pourquoi j'ai pas eu mon coup de canard, c'est pas normal. Voilà, c'est des enfants. C'est des enfants, c'est des grands enfants. Imaginez un enfant, vous donnez des bonbons à certains et pas à d'autres. Voilà, Il y aura de la jalousie. il y a- On est en période de vacances scolaires. Comment ça se passe justement? Est-ce que les gens répondent présents, sont là au rendez-vous? Oui, alors, ce que j'ai le moins cette année, c'est les gros centres de loisirs. Forcément, avec la pandémie. Voilà, c'est les classes. Les classes, hein, on n'a pas trop. J'ai les centres de loisirs à la journée. Voilà. Mais ça a été rattrapé par les particuliers. Ça veut dire qu'il y a plein de gens que jour d'aujourd'hui, ils ont tellement été confinés, les personnes, ils ont tellement été enfermés chez eux, ils demandent qu'une chose, c'est de s'évader. Et s'évader, qu'est-ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui pour s'évader? Compliqué. Le sport en salle, c'est interdit. Le restaurant, c'est interdit. Alors là, ils ont l'occasion de venir ici. Au moins, ils s'éclatent. Euh, on les voit là, 70 chiens, c'est pas facile à tenir en respect. Comment ça se passe? Oh, si, voilà, ils expliquent, hein, c'est eux, voilà, c'est notre alarme de chez nous. Voilà, ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche qu'ils ne connaissent pas, ils vont nous avertir. Une voiture qui monte Magéria, qu'ils ne connaissent pas, le ronronnement de la voiture, ils vont nous avertir. D'abord, ils vont hurler, et après, j'aurai l'aboiement. L'aboiement, ça veut dire que la voiture approche. Les enfants, Oui. c'est aussi, j'imagine, une activité qui leur plaît. C'est facile cette cohabitation entre les enfants et ce type de chien? Alors, les chiens, oui, les enfants, on doit les cadrer plus. Ça veut dire que les enfants, le jour d'aujourd'hui, ils sont pressés d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors, automatiquement, quand ils vont arriver à côté des chiens, ils vont commencer à courir. Nous, on a beau toujours à leur dire, non, ne courez jamais devant un chien. Vous courez devant un chien, vous devenez un lapin. Et qu'est-ce qu'ils adorent, les chiens? C'est les lapins. Alors, automatiquement, on ne court pas. On n'arrive jamais la main en hauteur, on arrive la main vers le bas. Voilà, c'est une éducation à faire, une nouvelle éducation à faire autour du chien. Voilà. Par jour, quelle distance ils peuvent être amenés à faire en cette période de Ici, vacances là? en ce moment, tous les jours, on est à peu près à 50 km jour. 50 km 50 km jour, tous les jours. avec un terrain de jeu magnifique. Oui, on va pas se plaindre, voilà, on a un petit terrain qui est dans les bois de Magéria, qui est justement protégé justement pour éviter qu'il y a trop de monde qui est sur ce terrain-là, pour éviter qu'on a des raquettes, tout l'ensemble et tout, pour éviter qu'il y a à des endroits, parce que le terrain il est quand même technique. Comme il est technique, il y a des virages et il suffit qu'on a du monde sur le terrain au moment qu'on passe le virage. C'est toujours surprenant pour les personnes. Dernière question, Serge. On sent que vous êtes vraiment passionné. Qu'est-ce qui vous motive tous les matins? Je suis tous les jours en vacances. Voilà, il y a combien de personnes qui rêveraient pas être à ma place? Voilà, le jour d'aujourd'hui, pour moi, je me lève, je regarde mes chiens, regardez l'environnement que j'ai. Tout le monde rêve d'avoir cet environnement. Tout le monde rêve. Alors attendez, c'est quand même pas beau ça, c'est voilà, et j'ai les chiens et je peux donner un peu d'amour de mes chiens à d'autres personnes qui en ont besoin, de s'évader, de voir d'autres choses, découvrir autre chose. Merci beaucoup en tout cas Serge Véry, ça a été un plaisir de vous rencontrer ainsi que vos chiens. Très bonne continuation pour la suite. Merci et au plaisir quand vous voulez. Avec grand Merci. plaisir. Voilà, c'est fini pour cette semaine de Panorama ici aux Haillons Margéria dans les Bauges. Merci beaucoup à François Pirot, Alizé Viffré et Manon Boulben pour la coordination de cette émission. Merci à vous de continuer à nous suivre. N'hésitez surtout pas, venez ici aux Haillons Margéria. Merci à toute l'équipe de l'Office de tourisme et merci donc à vous pour votre fidélité. On se retrouve très rapidement sur les antennes de 8 Mont Blanc. À très bientôt.